Le temps qui est affiché en haut, c'est le record de France de la Fédération française de natation. C'est-à-dire qu'il faut que les nageuses viennent représenter la France dans l'équipe universitaire pour battre le record de France de la Fédération. Les 3 drapeaux que j'ai montés ici me semblent très représentatifs de cette activité-là. J'ai terminé, j'ai eu la chance de démarrer avec Stéphane Caron, j'ai eu la chance de terminer avec un certain Alain Bernard, avant qu'il ne soit évidemment champion olympique, dans le cadre du relais, où là aussi, le relais garçon, 4 fois 100 libre, a battu ici la Grande-Bretagne et les États-Unis. Alors, il se trouve que, évidemment, alors ça, c'est un petit clin d'œil pour mes 2 amis qui sont sur ma droite et sur ma gauche, les épreuves techniques des Jeux méditerranéens, puisque un a participé en tant que nageur et l'autre en tant que water-polo. Et donc, il se trouve que la Fédération française de natation, sur la base d'un certain nombre de mes travaux, m'avait sollicité pour faire l'analyse des courses. On a démarré à partir des championnats d'Europe de 87, donc vous voyez, ça remonte à un certain temps, là sur le meeting de Canet, puis progressivement sur les différentes compétitions. Et il se trouve que dans le cadre de mes activités, j'ai énormément travaillé sur le suivi technique des nageurs. J'ai commencé en 1992 avec Audrey Guérit et Céline Bonnet à Marseille sur la responsabilité de Michel Pedroletti, et ensuite avec tout un tas de nageurs. Évidemment, je travaillais avec mes propres nageurs de l'université de Montpellier et des équipes de France. J'ai eu la chance d'avoir jusqu'à 12 internationaux en triathlon. Pour ceux qui connaissent bien le triathlon, certains noms donc importants, je pourrais vous les citer. Dans le cadre de ce travail de suivi technique, ça c'est des reportages FR3 la plupart du temps, j'intervenais énormément sur la problématique tout simplement de l'analyse vidéo et de l'analyse technique et des interventions. Alors ma comment dire production que j'ai arrêtée aujourd'hui, les bouquins qui sont là ne sont plus vendus parce que les éditeurs n'aiment plus faire des bouquins. Ça revient trop cher pour eux, d'après eux. Un roman, ça vaut le coup, mais pas des bouquins techniques. Et donc, j'ai quand même un certain nombre d'ouvrages nationaux ou internationaux. Bon, celui-ci, c'est un peu de la triche à gauche, puisque c'est la traduction en espagnol d'un de mes bouquins, mais celui de droite est extrêmement important, puisque c'est, on a regroupé l'ensemble des chercheurs au niveau mondial pour produire tout simplement des chapitres sur tous les sujets qui peuvent intéresser la science de la natation. Par ailleurs, pour ceux, on m'a dit qu'il y aurait des enseignants d'éducation physique, les journées spécialisées de natation qui ont démarré en 94 et en 2009, j'ai participé à toutes. Là, j'ai mis 3 exemples de mes participations. Et j'ai eu la chance également de participer à ce qu'on appelle Biomechanics and Medicine in Swimming, c'est-à-dire c'est le réseau mondial de tout ce qui est de la recherche en natation. J'ai démarré, je les ai tous faits, hein, j'en ai mis que 3 sur l'écran, de 1986 à Bielefeld, à Canberra pour l'avant-dernier et Tsukuba pour le dernier. Le prochain aura lieu donc en Allemagne. Je produit, pour ceux qui savent à peu près, c'est que PubMed ou les revues scientifiques, l'indexation des revues scientifiques, je publie énormément en tant que chercheur dans les revues scientifiques, et pour ceux qui aiment bien les chiffres, là sur les dernières statistiques, je suis à 161 000 lectures de mes articles au niveau mondial et 5269 citations dans des articles indexés. La natation, évidemment, est un de mes domaines de prédilection, mais ça ne représente qu'une partie de mes 132 articles scientifiques, puisque là, il y en a 54 qui sont sur la coordination en natation, où j'ai dirigé quand même un certain nombre de travaux scientifiques. Donc, si vous avez des belles questions sur la coordination, et pour les moniteurs qui seront avec nous demain, justement, c'est le thème sur lequel je vais travailler avec eux,
sur la coordination, mais aujourd'hui, on est plutôt sur le jeune enfant, et donc la problématique que je vais utiliser ne sera pas celle qui est présentée à l'écran en ce moment. J'ai la chance d'être invité dans pas mal de pays au monde, donc à faire des conférences. Pour ceux qui connaissent, le monsieur qui est sur l'écran avec moi, c'est Ernest Maglisco, qui est un des plus grands chercheurs au monde sur le plan de l'activité natation. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne Canal U, je vous y engage. J'ai 54 vidéos qui sont intégrées dans la problématique, dans 4 problématiques: base scientifique, coordination, apprentissage ou correction technique, sur lesquelles vous pourrez regarder des vidéos en ligne gratuites. Puisque c'est la chaîne Canal U qui correspond tout simplement à la problématique de l'activité qui est mise en ligne. Alors maintenant, je vais aborder la problématique pour laquelle j'étais invité. Donc il faut que je revienne là, c'est ça, que j'arrête ce partage-là et que je revienne à partager avec... Pardon, non, celle-là, excusez-moi. Je vais juste un tout petit peu bugger. Voilà. Et je vais intervenir à partir du début, si ça va plus vite que tout à l'heure. C'est très très bien. Voilà, donc l'intervention que je vais vous présenter, elle va aller assez vite, hein, donc vous pouvez prendre des notes au fur et à mesure, je reprends des bases extrêmement simples, voire simplistes dans certains cas, sur lesquels je pourrais approfondir avec vous si vous le souhaitez. Donc j'ai intitulé ça, on s'est mis d'accord dans l'organisation, j'ai intitulé ça « Quelques rappels sur l'équilibre et les déplacements dans le milieu aquatique », mais orienté plutôt débutant et non pas au niveau, alors que c'est plutôt mon cœur de métier, mais là je suis à peu près capable de m'adapter. Donc les références que je vais utiliser sont principalement les 4 ouvrages que j'ai présentés ici. Un ouvrage collectif avec Patrick Pelayo, Dominique Maillard et Denis Rosier sur la problématique tout simplement de la natation au collège, au lycée. Là, on va revenir sur des problématiques relativement du jeune enfant. Un équilibre maîtrisé est essentiel à la réalisation de la plupart des habiletés motrices. C'est vrai pour faire du vélo, c'est vrai pour courir, c'est vrai pour faire de la gymnastique. Mais évidemment, dans le cadre de l'aisance aquatique et en particulier, l'équilibre de base doit être transformé. L'équilibre de base vertical, horizontal. Et donc, pour l'humain, savoir nager nécessite quelques savoir-faire, et il se trouve que malgré certaines croyances, est nécessaire de réaliser des apprentissages. Et là aussi, pour avoir travaillé pendant un très très grand nombre d'années sur la problématique de l'apprentissage et les théories de l'apprentissage, vous pouvez me brancher sur cette logique-là et sur les méthodes d'apprentissage. Alors, j'ai structuré mon exposé en 12 questions, des questions vraiment de base. Hein. Rassurez-vous, je ne vais pas vous reprendre l'ensemble. Donc, première question, de quoi parle-t-on? Aspect terminologique. Donc, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de l'équilibre, de l'équilibration, des mécanismes de l'équilibration, ou ce qu'on appelle de l'équilibre de luxe. L'équilibre de luxe, c'est un équilibre non naturel. Par exemple, je sais pas moi, se faire un équilibre, un appui tendu renversé, ou faire tout simplement des figures en vélo, c'est pas nécessite véritablement des changements et des apprentissages. L'équilibre moteur, c'est l'aptitude de l'homme à maintenir dans une position contrôlée à l'aide de mouvements compensatoires son propre corps, un autre corps ou des objets dans une position stable quand on parle d'équilibre. Quand on parle d'équilibration, c'est pas que l'équilibre statique. Donc on a un équilibre statique, un équilibre dynamique ou une aptitude à tenir en équilibre un objet. Les équilibres peuvent être stables, instables ou indifférents qui sont représentés par cette figure-là. Et comment on mesure et est-ce que l'équilibre est une aptitude ou une capacité? Eh bien les deux.
les deux, et cette capacité fait partie de la batterie Eurofit qu'on mesure avec un test, tout simplement, combien de temps la personne est capable de rester, une fois qu'on l'a rendu autonome, le pied sur un appui de ce type-là, et c'est une modalité de comportement qui permet d'être évaluée. L'équilibration, donc on est plus dans le dynamique, et on a une équilibration ordinaire à la portée de tous les sujets normaux, marche, course, descente des escaliers, etc. Et ce qu'on appelle un équilibre de luxe, c'est des actes moteurs spécialisés, des activités motrices professionnelles, où est l'équilibre du sportif qui sort de l'ordinaire. On est bien dans ce qu'on appelle l'équilibre de luxe. Alors, on revient maintenant à la natation. Pourquoi, alors qu'une balle de tennis flotte, une boule de pétanque coule? C'est assez simple, c'est que si elles ont sensiblement le même volume, la poussée d'Archimède et le rapport entre poussée d'Archimède et flottabilité ou pesanteur fait que la boule de pétanque fait 700 grammes et une balle de tennis fait 58 grammes. Donc l'une est supérieure évidemment dans la force qui s'exerce vers le haut, l'autre supérieure dans la force qui s'exerce vers le bas, et donc on est dans cette problématique correspondante. Alors, le problème, c'est que la force de pesanteur s'applique sur le centre de gravité, la force de poussée d'Archimède s'applique au centre de poussée. Donc, lorsque on est sur un corps homogène, ce qui est le cas de ce parallélépipède ou ce cube, eh bien, les deux forces s'appliquent au même point. Sauf que le corps humain s'applique pas sur un corps homogène. Deuxièmement, lorsque la poussée d'Archimède est supérieure à la pesanteur, eh bien le corps flotte. Mais est-ce que tous les élèves flottent de la même manière? La réponse est non. Et si on prend 3 nageurs de haut niveau d'une vieille antériorité, eh bien ils sont dans la même situation. Inspiration forcée, parce qu'en expiration tout le monde coule, on va le voir juste après. Inspiration forcée, eh bien, on peut considérer déjà qu'il y a une différence extrêmement importante, et ça n'est pas un inconvénient de pas bien flotter, c'est un avantage énorme, en brasse en particulier, de mal flotter, puisque ça permet d'être beaucoup plus profond pour créer des appuis plus efficaces. Alors, le calcul, évidemment, de flottabilité dépend de la densité, et on sait qu'un bois de chêne flotte alors qu'un bois d'ébène va couler. Et pareil pour les sujets, on sait que sans rentrer dans une problématique de genre, qu'une femme flotte mieux qu'un homme, et que sans rentrer dans des problématiques tout simplement de contrées ou de pays, on sait que dans certaines configurations morphologiques, on flotte mieux ou moins bien que d'autres. Ça peut être un inconvénient pour débuter, puisqu'effectivement la flottabilité du débutant est une aide précieuse, mais ça peut être un avantage pour nager à haut niveau, quelle que soit la configuration. Le problème, c'est que l'homme le nageur a le droit à avoir une partie émergée et une partie immergée. Le plus beau spécimen pour moi, c'était Thierry Camoun, qui avait une flottabilité absolument extraordinaire. Donc lui, il avait le droit d'avoir toute une partie du corps en dehors de l'eau, alors que certains ont droit à un peu moins. Sauf que si je mets les mains en l'air, eh bien, c'est mes mains qui sont hors de l'eau. Si je me mets sur le dos et puis que je me mets la tête en arrière, eh bien, je peux émerger mes voies respiratoires et donc, évidemment, flotter dans des configurations différentes. Alors, si je demande à un nageur de modifier son mouvement, il a la tête hors de l'eau, et puis je lui demande de monter les mains et de les mettre en hauteur, eh bien, il va couler. Mais au bout d'un moment, il va remonter, et la partie corporelle qui va être émergée, ce seront ses mains. Alors, comment on peut mesurer la flottabilité du nageur? Par des tests de terrain, très simples.
On peut regarder tout simplement, c'était les tests de Cazorla à l'époque, où on regardait tout simplement en inspiration forcée, je dis toujours la même chose, eh bien, si j'ai le cou hors de l'eau, si j'ai le menton, la bouche, le front, ou rien du tout, voilà, eh bien, on peut calculer ça comme ça. Nous, on utilisait, je dis bien au passé, des poids. Tout simplement, vous demandez aux nageurs, à la personne de se mettre donc inspiration forcée, donc dans la position fétale correspondant ici, et vous mettez des poids dans le dos jusqu'à le faire couler. Donc, on peut calculer. Alors nous, maintenant, on fait des choses beaucoup plus sophistiquées. On met tout simplement un câble et on tracte le nageur et on a un peson qui permet de mesurer tout simplement quelle est la force qu'il faut déployer pour pouvoir couler le nageur. Cinquième question, vous voyez, je vais assez vite, hein, on pourra y revenir. Cinquième question, quand on souffle, peut-on encore flotter? La réponse est évidemment non. À partir du moment où les tests sont faits ou sont réalisés en inspiration forcée, pourquoi? Parce que c'est parce que on a une cage thoracique remplie d'air qu'on flotte. À partir du moment où on vide la cage thoracique, on coule. Ça veut dire que, prenons une première, j'en ai pas beaucoup donné, mais une première conséquence, quand vous avez affaire à des débutants, demandez à quelqu'un de faire des coulées ventrales ou des mouvements en disant souffle, ben non, c'est une erreur, parce que souffler, justement, c'est vider la cage thoracique et donc c'est se mettre en difficulté par rapport à la flottabilité. Je parle de flottabilité, je parle pas de nage, on va y revenir après. Donc, quand on souffle, évidemment, on coule. Et donc, la problématique est tout simplement de tenir compte de ça quand on veut flotter, quelle que soit la problématique. Pourquoi un nageur statique à l'horizontale se redresse? Eh bien, tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le centre de gravité du corps humain n'est pas homogène et il n'est pas placé exactement au centre du corps. Et donc, comme le centre de gravité est plus du côté des masses lourdes que sont les jambes et du côté inversé par rapport à la cage thoracique, même si la tête ou les bras positionnés dans cette place-là, si on met les bras derrière, c'est encore différent, eh bien, fait que, eh bien, on a des points d'application que je vous ai représenté ici, gravité avec le point d'application côté décalé vers la partie donc dense et le point d'application du centre de gravité du centre géométrique qui est le point d'application de la flottabilité. Et ces deux points n'étant pas alignés, eh bien, il y a un couple de redressement, un couple de rotation qui fait que, eh bien, quand on se met à l'horizontale, eh bien, normalement, un sujet à peu près normal va se remettre à la verticale. Je dis un sujet à peu près normal parce que nous avons connu un certain nombre de sujets qui ne répondent pas à cette problématique. Alors évidemment, commençons par quelqu'un qui est handicapé, un paraplégique par exemple, qui n'a pas de masse sur les parties denses habituelles des jambes, eh bien, il flotte pas du tout de la même manière qu'un individu non handicapé. Mais on connaît aussi une Laure Manodou ou d'autres nageurs ou nageuses, plutôt nageuses d'ailleurs, vous les mettez à plat, vous leur demandez d'attendre, et bien si vous attendez, ils sont toujours à plat parce que ils ont comment dire des caractéristiques morphologiques qui font que ils ne se redressent pas dans les mêmes conditions que quelqu'un. Voilà. Vous prenez une Laure Manodou et puis à côté de ça vous allez chercher un pilier de rugby et vous le mettez à l'horizontale et puis vous regardez et vous chronométrez le temps et vous allez voir que le rugbyman que vous mettez à l'horizontale il va se redresser d'une manière assez rapide. Donc, 2 points d'application. Là, j'ai assuré les parties denses, la tête, les bras ou les jambes, mais les jambes, évidemment, sont plus denses. Décalage des points d'application. Et donc, voilà. Alors, comment on peut mesurer ce couple de redressement? Eh bien,
le test de Cazorla, c'était tout simplement sur le dos. Pourquoi sur le dos? Eh bien, parce que ça permet de rester un certain laps de temps. On demande à un opérateur ou un aide ou un élève de tenir les pieds à l'horizontale. Et puis, quand on lâche les pieds, eh bien, on chronomètre le temps pour rétablir cet équilibre. Voilà le test dans sa réalité. Donc là, on démarre et on voit le temps qu'il faut pour se retrouver à la verticale. Quels sont les autres facteurs de l'équilibre aquatique? Eh bien, la position, par exemple, des mains, des bras ou des différents segments, et les filles qui font de la natation synchronisée connaissent parfaitement ça, c'est-à-dire que si je me mets en étoile, si je me mets sur le dos, sur le ventre, si je mets les bras devant ou derrière, eh bien, ça va modifier tout simplement la problématique de l'équilibre aquatique. Donc, écarter un peu les bras, mettre la tête sur le dos et attendre, tout simplement parce que je suis tombé du bateau et qu'on vienne me chercher plutôt que d'essayer de rejoindre un bateau qui s'est un petit peu échappé, ben, c'est peut-être une des problématiques, tout simplement, qui permet de rester un peu plus longtemps dans un équilibre donc autonome. En quoi le segment céphalique, la tête, segment céphalique, c'est une manière mécanique d'appeler la tête du nageur, peut contribuer à équilibrer ou déséquilibrer le nageur? Eh bien, tout simplement, si je redresse la tête, par définition, j'émerge une partie supplémentaire de mon corps et par définition, puisque j'ai choisi que ce soit la tête qui soit redressée, eh bien, le reste va s'enfoncer plus. Donc, ça veut dire que regarder devant moi, virgule, respirer, en respirant devant soi, c'est une modalité qui va détruire ou déséquilibrer ou désorganiser cet équilibre aquatique. Les mouvements de redressement, et en particulier quand je vais appuyer sur mes mains pour redresser la tête, sont des mouvements compensatoires qui vont avoir tendance tout simplement à enfoncer les pieds, à déséquilibrer et à augmenter tout simplement ce couple de redressement. On voit le même nageur lorsqu'il a la tête dans une position normale ou qu'il la redresse, et on voit que les pieds vont s'enfoncer d'une manière beaucoup plus importante. Alors, là, je vais reprendre un certain nombre. Là, je vais vous demander de vous accrocher un tout petit peu plus, puisque jusqu'à présent, c'est des banalités, mais des rappels, on va dire, sur la problématique tout simplement du segment céphalique. Le segment céphalique, quand vous mettez un chat à l'envers, il va se redresser. Comment il va faire? Eh bien, les photos qui sont à droite le montrent. C'est la tête qui va d'abord réorganiser son équilibre, puis des membres supérieurs, puis des membres inférieurs, et il va retomber sur ses pattes par une modalité réflexe. Malheureusement, chez l'homme, ça marche pas comme ça, donc on va voir un certain nombre de choses. Alors, quelques rappels. D'abord, la position de la tête naturelle n'est pas le regard à l'horizontale. La position de la tête naturelle, quand on regarde dans le rocher de l'os temporal et le mécanisme statique, en gros ce qu'on appelle le fil à plomb ou le niveau, eh bien on va s'apercevoir que la position de la tête dépend tout simplement du niveau de maturation. En d'autres termes, un enfant n'a pas le même positionnement de référence de la tête que l'adulte, évidemment, là on le voit sur des modalités un petit peu différentes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rocher de l'os temporal, des deux côtés bien évidemment? À l'intérieur, vous avez l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Ce qu'on appelle l'oreille interne, dispose des mécanismes de l'audition, mais dispose également des mécanismes de l'équilibration. Et l'équilibration est constituée de deux modalités, une modalité statique, une modalité dynamique. Et dans la modalité statique, il y a deux appareils complètement différents. Et dans les mécanismes dynamiques, on a trois mécanismes. Alors, j'y reviens. Anatomiquement, on a dans le mécanisme statique, c'est les deux petits traits rouges que j'ai dessinés ici, sur l'utricule horizontal ou le sacule vertical, qui sont des mécanismes statiques. Et on a, à côté évidemment des systèmes de l'audition, des mécanismes dynamiques que je vais essayer de vous représenter. Alors le système statique,
il fonctionne comment? Eh bien, un peu comme des petits grains de sable qui sont dans de l'eau et qui, si vous arrêtez ou les petits trucs de Noël là avec des petits trucs qui flottent là et qui coulent, eh bien, vous mettez des grains de sable dans un verre et puis vous secouez, les grains de sable vont se balader partout et si vous déposez votre verre, eh bien, les grains de sable vont se déposer. Eh bien, le système tout simplement maculaire, c'est un système qui permet de détecter l'horizontalité grâce à ce qu'on appelle, ce que j'appelle les grains de sable. Ce sont des petites mécanismes de calcaire qui sont déposés à l'intérieur de notre oreille et qui nous donnent tout simplement une position statique. Et le système dynamique, à l'inverse, c'est très très différent. À l'intérieur de cette ampoule, donc à l'intérieur du système ampulaire, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça l'ampoule, on a une crête, on a une cupule et on a du liquide donc qui circule à l'intérieur. Et lorsque vous bougez la tête, eh bien vous allez mettre en place un mécanisme qui fait que ce liquide va se déplacer et va déplacer des capteurs qui vont nous donner des informations tout simplement sur le mouvement de la tête. Et ces mouvements de la tête, là c'est la réalité, donc avec une coupe, eh bien vont nous permettre tout simplement d'avoir une information dynamique sur l'ensemble des mouvements. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que il y a un décalage de phase entre le moment où vous allez bouger la tête et le moment où l'information va être donnée. Et il y a une complémentarité entre ces signaux qui vont être donnés dans le cadre de l'équilibration avec un système dynamique et avec un système statique. Et donc, c'est complémentaire. Et par exemple, quand vous êtes en équilibre statique, eh bien, vous avez des systèmes qui vont vous donner de l'information. Et quand vous êtes sur de l'équilibre dynamique, en particulier quand vous nagez ou quand vous faites du vélo, eh bien, on a un système complémentaire. Le problème est que quand vous bougez la tête ou quand vous modifiez le déplacement de la tête, eh bien, il y a des moments où les deux systèmes, et statique et dynamique, vont fonctionner ensemble. Et il y a des moments où le système statique va donner des informations et le système dynamique est absent d'informations. Et d'autres moments où ce sont que le système dynamique qui va donner des informations. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que ça permet d'expliquer des comportements qui pourraient sembler aberrants et qui ne sont absolument pas aberrants, ils sont tout simplement réflexes. Vous demandez à une apprentie nageuse de plonger, elle veut bien le faire, sauf qu'au bout d'une fois, deux fois, trois fois, elle dit « mais chaque fois que j'essaye de faire ça, je prends un plat. Le plat, ça n'est pas très agréable, donc j'ai plus envie trop de le faire, votre truc là. » Eh bien, tout simplement parce que si vous regardez attentivement, vous allez vous rendre compte que je ne sais pas si, peut-être ici, voilà, non, ma bulle ne marche pas sur le... Là, on voit pas le... Bon, c'est pas grave. Quand vous regardez la tête, eh bien, vous lui donnez des consignes. Donc, la première consigne, c'est tu mets la tête entre les bras et tu te laisses tomber. Sauf que le réflexe de redressement est lié à tout ce que je viens de raconter en amont et de ce fait-là, on se retrouve dans cette condition-là. Alors, évidemment, si vous demandez et si vous travaillez, si vous acceptez la chute, eh bien, on va pouvoir contrecarrer ces modalités réflexes dans un sens où on enlève un réflexe de base et on le modifie. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit que la natation, ça s'apprend, ça nécessite des apprentissages parce que sinon, on est contraint par des modalités de type réflexe. Alors, ça, c'est les belles photos à l'époque où les nageurs nageaient en maillot de bain. Ça, c'est au meeting de Canet. Donc, ça c'est un ancien recordman du monde. Regardez la tête du départ en dos. Vous verrez bien que la tête a une modalité apprise
qui n'est pas naturel. La preuve, c'est que, ça c'est Michel Pou, eh bien regardez les images qu'on voit ici. Vous allez voir le premier nageur, alors heureusement c'était un nageur de 200 dos, donc c'est pas trop grave. Aujourd'hui, il pourrait pas faire du 50 dos, mais vous voyez, son réflexe, eh bien le réflexe, il est vrai dans le sens ventral, mais il est vrai aussi dans le sens dorsal. Alors, comment un déséquilibre est nécessaire pour un nageur? Eh bien, par exemple, quand vous faites une coulée ventrale, quand vous faites une modalité tout simplement de se mettre à plat, ça nécessite une réorganisation, qu'on pousse au sol ou qu'on pousse sur le mur, etc. Une réorganisation. Et cette réorganisation nécessite un certain nombre d'apprentissages. Alors, dans les théorie de l'apprentissage, on a tout simplement ce qu'on appelle, j'en parlerai tout à l'heure, l'aménagement matériel du milieu, créé par Jean-Pierre Famoz au niveau du ski dans les années 80, etc. Eh bien, tout simplement, quand vous mettez des conditions qui font que votre comportement doit s'adapter aux conditions du milieu, eh bien, vous allez provoquer tout simplement des modalités tout simplement de motricité nouvelles. Mais on peut effectivement, si vous nous branchez, je pense qu'on va être assez d'accord à la table ici, si vous nous branchez sur l'apprentissage analytique ou Pavlov, il a quand même eu le prix Nobel en 1920, mais on n'est pas, ou on n'est plus, en tout cas, dans cette problématique des mécanismes de l'apprentissage. Alors, une aide. Par exemple, vous demandez à un élève de tracter un autre élève, eh bien, petit à petit, par le biais tout simplement de la résistance de l'eau et du déplacement, eh bien, ça va provoquer des choses intéressantes par rapport à cette problématique. Tout simplement, s'accrocher derrière un nageur ou etc., sont des modalités et donc le test pédagogique souvent utilisé, c'est tout simplement vous poussez un nageur, et s'il est tout flasque, eh bien, il va aller beaucoup moins loin que s'il est tonique et bien placé, etc., etc. Donc, ça nous amène à un certain nombre de choses. Alors, une petite réflexion qui était dans mon ouvrage des années 90, deuxième édition 97, natation sportive, approche scientifique, c'était si vous dites à un papa et une maman, le dessin est un peu exagéré parce qu'il est un peu grand, le petit garçon là, mais si vous mettez un papa d'un côté, la maman de l'autre, vous poussez un gamin qui ne sait pas encore marcher, il est en déséquilibre et la maman le récupère de l'autre côté. Ah, mon fils a marché beaucoup plus tôt que le fils du voisin. Ben non. Il n'a pas marché. Pourquoi? Eh bien, parce que ma définition de la nage ou est de savoir de l'autonomie dans l'eau ou est de l'autonomie sur terre, c'est non pas partir d'un déséquilibre et se déplacer jusqu'à atteindre un nouveau déséquilibre. C'est exactement la même chose si je reviens en arrière sur le sol. Je suis déséquilibré, je me déplace et je suis de nouveau déséquilibré. Eh bien ça, c'est pas savoir nager. Par contre, qu'est-ce que c'est que définir savoir marcher? Eh bien, ça peut être à partir d'un équilibre statique. Je suis capable de créer une modalité dynamique par un pas, 2 pas, 5 pas. Et ensuite, je suis capable tout seul, en autonomie, de me remettre en équilibre statique, eh bien, je sais marcher. Alors effectivement, savoir marcher 3 pas ou savoir marcher pour faire, comment dire, la compétition de marche, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, en natation, on pourrait presque dire que c'est un peu ma philosophie, c'est-à-dire à partir d'un équilibre statique, être capable de créer un déplacement dans un sens, dans un autre, sur le dos, sur le ventre, en alterné, en simultané, peu importe, et créer de nouveau un équilibre statique, eh bien là, je peux considérer que j'ai une forme d'autonomie dans ce milieu aquatique. Quels sont les déséquilibres qui donc déséquilibrent le nageur? Souvent on dit lacet, tangage, roulis, mais non, il y a 6 modalités de déséquilibre. Si je rajoute le cavalement, l'embardé, lequel et le lacet, et le pilonnement, eh bien vous avez
donc dans le plan de l'espace 3 modalités de déséquilibre statique et vous avez des combinaisons de modalités que sont le roulis, que sont le tangage ou que sont le lacet. Eh bien, chez le nageur, ça correspond exactement à cette même problématique. Alors, est-ce que un roulis est quelque chose de négatif? La réponse est non, particulièrement en dos. Mais en crawl, évidemment, on pourra y revenir et j'espère que ceux qui participeront à la séance demain, j'arriverai à peu près à les convaincre de l'intérêt du roulis dans certaines modalités de nage. Donc tangage, lacet ou roulis sont des modalités tout simplement de combinaison de déséquilibre. Pourquoi la coulée est un indicateur des capacités du nageur à glisser? Eh bien, parce que mesurer tout simplement la possibilité pour un nageur de glisser, c'est une compétence. Et tout le monde n'a pas cette même compétence. Ça veut dire que, indépendamment de la durée de l'apnée, indépendamment d'un certain nombre de qualités de poussée au mur ou autre, eh bien, l'alignement segmentaire, la densité, le mètre coupe, les reliefs anatomiques, la qualité de l'épiderme ou d'un revêtement combinaison. Si ça vous amuse, on pourra discuter de pourquoi les records du monde sont tombés avec la combinaison, etc., qui était très différente de la combinaison néoprène du plongeur ou du triathlète. D'ailleurs, il y a eu des erreurs colossales sur le fait que la combinaison du plongeur utilisée par le triathlète pour flotter est une bonne option et la combinaison du nageur des records de l'époque, c'est au contraire des combinaisons compressives, c'est-à-dire qui détruisent la flottabilité et qui amènent le corps à être beaucoup plus profond et c'est grâce à ça que les nageurs, on pourra en discuter, ont réalisé des performances extrêmement importantes. Donc la modalité de mesure de la glisse à partir d'une coulée ventrale maximale, eh bien, là je ne sais pas si j'ai la vidéo qui va avec. Non, je n'ai pas la vidéo, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous le remontrer. Dernière question, faut-il construire un nouveau référentiel pour devenir nageur? La réponse est évidemment oui. Et une équilibration est liée à la flottaison, à l'équilibre horizontal, à la respiration, à la prise d'information, aux distances à l'avancement, à la propulsion et à l'énergie dépensée. Donc en fin de compte, quelqu'un qui, lors d'un triathlon, relève la tête pour se repérer ou a des modalités, etc., il dépense une énergie que son concurrent direct ne dépense pas grâce à la problématique. Alors je reviens sur ces différents phénomènes ou ce mécanisme. La flottaison et l'équilibre, on voit bien donc qu'elles ont une importance grave dans cette problématique. La respiration, l'apnée est provisoirement la bonne solution pour prolonger la coulée. L'apnée a des incidences considérables sur l'énergie. L'expiration aquatique nécessite de vaincre des résistances de l'eau. Le placement respiratoire doit être intégré à l'apprentissage de la coordination et la fréquence respiratoire doit être gérée lors des épreuves compétitives. Donc, respirer 3 temps ou respirer tout le temps à droite, ça n'est pas une mesure de la fréquence respiratoire. Parce que si vous respirez 3 temps avec une fréquence de 60 cycles par minute et que vous respirez 2 temps mais avec une fréquence de 40 cycles par minute, du coup, la fréquence respiratoire pourrait éventuellement être la même. Alors, l'équilibre est lié aussi à la prise d'information. J'ai parlé du triathlète, mais je parle aussi à un moment donné du nageur qui a besoin de se repérer dans l'espace. Effectivement, dans un bassin organisé avec des lignes sous-marines, c'est très intéressant, mais le nageur d'eau libre, on voit bien qu'il est dans cette problématique-là. Et l'équilibre est lié aussi aux résistances à l'avancement. Le freinage dépend du CX et de la vitesse de nage. Je rappelle que certains R égale KSV2, en tant que scientifique, je me bats contre cette formule, puisque à très haute vitesse, on est beaucoup plus haut que le carré de la vitesse, et à plus basse vitesse, on est moins que le carré de la vitesse, ce qui explique pourquoi une péniche a une forme
arrondi, alors qu'une goélette a une forme différente, parce que ça dépend du freinage en liaison avec la vitesse. Et je préfère utiliser le concept de CX que K, coefficient de forme, et S, surface du mètre couple. Mais on pourra éventuellement y revenir sur les questions. Et évidemment, l'équilibre est lié à la propulsion. Vous avez tous compris pourquoi, et l'énergie dépensée pour se propulser. Le comportement spontané du débutant est souvent associé à un équilibre non maîtrisé. L'apprentissage d'une motricité adaptée nécessite le plus souvent la maîtrise de l'équilibre préalable à une posture adéquate. Et donc, ça va relancer la transition avec l'exposé de Frédéric, quelques comportements d'enfants de classe maternelle que j'ai eu l'occasion tout simplement avec lesquels on a travaillé dans le cadre d'un programme d'aisance aquatique. L'aménagement matériel du milieu. Vous mettez des perches fixées verticalement, eh bien tout simplement pour aller tester le fond et se laisser remonter, c'est peut-être ce qui va provoquer des comportements houés, des tapis, par exemple. Et si on regarde, bon, la vidéo est meilleure sur mon ordinateur que sur votre écran, mais quand vous regardez tout simplement comment, tout simplement à partir d'une forme d'aménagement, ça organise tout simplement des comportements, etc., il peut y avoir un certain nombre de choses à discuter. Alors, voilà par exemple, j'avais sollicité les animateurs pour essayer de provoquer quelques comportements, et évidemment, de temps en temps, ça marche, et je vais vous montrer que de temps en temps, ça ne marche pas tout à fait de la même manière. Voilà, quand ça marche, si la roue permet tout simplement de déséquilibrer, voilà, si on repasse une deuxième fois. Par contre, vous avez quelques modalités tout simplement comportementales qui fait qu'on est plutôt dans la logique d'évitement. Et pour revenir à la problématique tout simplement de ce que je vous ai montré sur la logique de la tête et de la rotation de la tête, ou de l'acceptation de mettre la tête dans une position ou dans des mécanismes non habituels progressifs, eh bien, on va avoir ce type de comportements qui peuvent éventuellement amener quelques modalités correspondantes. Alors effectivement, on peut prendre quelques cas particuliers. Quand vous voyez, voilà, une petite de maternelle qui est capable à 2 mètres de profondeur d'aller chercher un petit cerceau à partir d'un seau, tout le monde ne fait pas ça, mais ça nous permettra de faire la transition justement avec ma manière d'appréhender la problématique de l'aisance aquatique, où j'étais assez critique et je ne le suis plus du tout aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci Didier pour cette présentation scientifique de la didactique de la natation, et notamment sur l'équilibre et le déplacement. Et donc nous allons passer la parole à Frédéric, qui va nous parler de ce nouveau dispositif, cette nouvelle approche de la didactique de natation qu'est l'aisance aquatique. Alors une petite précision pour ceux qui sont sur Internet, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire par le chat. Voilà, on les prendra tout à l'heure lorsque Frédéric aura terminé sa présentation. Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Didier pour cette introduction. Donc rapidement, je me présente, Frédéric Lefebvre. Je suis directeur de l'Institut coopératif de l'apprentissage, de la recherche et de l'enseignement, plus précisément appelé ICAR. Et donc au sein de l'Institut ICAR, avec tous les passés que nous avons des différentes personnes qui le constituent, notamment les associés qui ont constitué l'Institut ICAR, monsieur Mauro Antonini, qui est docteur ès-histoire en Italie et qui est également directeur technique de la Fédération italienne de natation, et monsieur David Timmer, issu des sciences politiques de Lyon et qui est responsable du service formation au sein de l'Institut. Nous avons constitué l'Institut ICAR il y a maintenant 4 ans, à la demande quelque part, en fait,
plutôt né d'une sollicitation des ministères des Sports et des ministères de l'Éducation nationale, puisqu'à la parution de Santé publique France et son étude épidémiologique démontrant que la première cause de mortalité des enfants de 4 à 6 ans était la noyade, il y a eu toute une problématique et toute une recherche qui s'est créée autour de cela. Et donc, c'est interroger la façon dont les jeunes enfants apprenaient ou n'apprenaient pas, non pas la natation, mais l'appréhension du milieu aquatique. Et donc, les ministères ont identifié un peu sur le territoire national, non pas que ce que l'on faisait en Bretagne depuis quelques vingtaines d'années, un peu plus de 20 ans, soit mieux que les autres, mais ils ont identifié sur le territoire de la Bretagne que dans un petit coin, là, en haut, du côté de Dinard, nous jouissions de jolies statistiques sur la réussite des élèves en matière de l'attestation du savoir nager dès le CP. Donc, fort de ce petit constat, les ministères nous ont demandé de monter sur Paris et de faire montre un petit peu de cette démarche, de l'expliciter et surtout de l'expliciter avec, bien évidemment, lorsque vous avez le recteur d'académie de Paris, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, professeurs des écoles, conseillers pédagogiques, entraîneurs de natation, maîtres nageurs sauveteurs, vous devez faire montre à minima d'un certain sérieux dans la démarche et qu'il ne s'agissait pas juste de montrer ce que nous faisions, mais bien d'expliciter que la démarche s'appuyait sur des références scientifiques. Alors des références scientifiques de nature différente, bien évidemment, puisqu'on est plutôt spécialisé dans les sciences de l'éducation, dans la physique, dans la biomécanique. Voilà, d'utiliser un petit peu l'ensemble de ces sciences sans faire pour autant de nous des scientifiques, mais de dire que de manière très sous-jacente, en tout cas la question qui sous-tend au sein de l'Institut nos façons de fonctionner, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de l'ensemble des connaissances dont on dispose pour pouvoir agir au mieux, c'est-à-dire de manière efficiente, pour exercer nos métiers d'enseignant, d'entraîneur, d'éducateur, bref, de faire le mieux pour l'apprenant et le sujet apprenant que nous avions en face de nous. Donc à fort de ce constat-là, nous sommes montés sur Paris et avec toujours à l'état d'esprit, si vous voulez, ce que Robert Damien, le philosophe, appelait en faisant faire autorité, avoir 3 conditions qui réunissent un petit peu nos modalités fonctionnelles. C'est-à-dire que pour pouvoir faire autorité, pour pouvoir montrer ou démontrer et expliciter qu'une démarche est cohérente, c'est avant tout faire appel à une première condition. La première condition, c'est ce qu'on appelle le dockéré, c'est-à-dire avoir une documentation augmentée de la situation, c'est avoir l'ensemble des paramètres des situations pour agir en conséquence. La deuxième, c'est la lucidité judicieuse, c'est-à-dire à partir des données que nous avons et à partir des choix qui se présentent à nous, de choisir ce qui nous paraît le plus pertinent, toujours en lien avec la situation. Et la troisième, c'est d'assumer bien évidemment et d'achever les conséquences de nos choix, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de ce que nous entreprenons. Donc à partir de là, nous, ce que nous avons fait, c'est construire progressivement, à partir de toutes les données scientifiques, et on y reviendra, et je remercie Didier pour cela, c'est de construire le parcours d'un citoyen nageur. Alors quand on dit citoyen nageur, on a mis citoyen avant nageur, parce que nous ne formons pas des nageurs, nous formons des citoyens, parce que les valeurs éducatives qui sous-tendent bien évidemment nos actions, c'est avant tout d'utiliser la natation comme un média, pour le citoyen et non pas l'inverse. Donc à partir de là, on est monté sur Paris, on a eu 2 groupes classes qui ont été des groupes classes expérimentales, de moyenne section et de grande section, et notre travail, ça a été de démontrer qu'à partir de la connaissance que nous avions des enfants de 4-5 ans, nous pouvions proposer des situations qui permettaient à l'enfant ces fameux apprentissages dont parlait Didier tout à l'heure. Alors on va rentrer très vite dans le sujet, le but c'est pas de palabrer et de vous donner des informations un petit peu anecdotiques, c'est vraiment d'aller au cœur du sujet. Alors le cœur du sujet, c'est quoi? C'est que l'étude épidémiologique de Santé publique France nous dit une chose, c'est que les enfants se noient. Première question, la science nous dit et nous prouve, tu viens de nous le donner, que les enfants, à moins d'avoir une pathologie, flottent. Les enfants, tous les enfants flottent. Donc pourquoi se noient-ils? Une fois qu'on s'est posé cette question, il est important d'aller y réfléchir tout de même. D'accord? La flottaison, vous venez de l'évoquer, la flottaison, tous les enfants flottent. Si tous les enfants flottent, d'accord, pour quelle raison ils se noient? À partir de là, la question n'étant plus une question, on se dit tout simplement, il va arriver une situation où à un moment donné, l'enfant se noie parce qu'il ne sait pas qu'il flotte. D'accord?
Il ne sait pas qu'il flotte, ce n'est donc ni un problème mécanique, ni un problème d'ordre physique, c'est un problème psychologique. Donc pour lever ses freins psychologiques, la seule chose qui permet à l'enfant d'expérimenter que son corps flotte, c'est quoi? Me permet cette interaction avec vous? D'expérimenter quoi? Alors c'est déjà d'être dans le milieu. D'accord? Pourquoi? Parce que si on prend les données psychologiques des enfants de 4 à 5 ans, 2 stades prévalent sur leur construction psychologique, ce qu'on appelle le syncrétisme et l'indexicalité. Le syncrétisme, c'est la phase préopératoire où l'enfant, sur le plan de la construction intellectuelle, c'est-à-dire la construction cognitive, comprend l'ensemble d'une situation sans comprendre l'ensemble des éléments qui le constituent. Ensuite, c'est l'indexicalité, c'est le ici et maintenant. Pas de capacité, puisque le cortex préfrontal n'est pas construit encore au niveau de la maturation. La maturation du cortex préfrontal, les travaux de Régide, qui est donc neurologue et directeur du laboratoire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'université de Détroit, nous dit que la maturation du cortex préfrontal, c'est 25 à 26 ans. D'accord? Celui qui fait le lien notamment avec l'amygdale et le noyau gris central, ce qui nous permet de gérer à la fois les émotions et de prendre les décisions conséquentes, vous verrez que ça a son importance, et aussi d'aller puiser dans le noyau gris central, qui est notre bibliothèque informationnelle, qui nous permet de prendre les décisions pertinentes pour pouvoir agir face à des stimuli de l'environnement. Donc qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui se présente face au milieu aquatique, dans une phase de syncrétisme, quand il n'a jamais mis les pieds dans l'eau encore une fois? Quand il n'a jamais mis les pieds dans l'eau, ce qui se passe pour lui, c'est que dans l'eau, son corps n'existe pas. Phase de syncrétisme. On a plus de 6000 dessins, d'accord, avec près de 4500, 6000 enfants encadrés depuis 3 ans. D'accord? Nous travaillons avec des psychanalystes qui nous démontrent qu'à chaque dessin, sur les premières immersions, c'est-à-dire enfin les premières mises à l'eau, les premières descentes dans l'eau, l'enfant ne se dessine jamais avec le corps dans l'eau. Tout est émergé. Seules les parties émergées existent. Rien n'est dessiné en dessous. Pourquoi? Phase de syncrétisme, l'enfant dessine ce qu'il sait et non ce qu'il voit. Donc à partir du moment où on constate ça sur un plan psychologique, scientifique, que l'enfant ne connaît pas, ne sait pas que son corps existe dans l'eau, vous vous doutez bien toutes les problématiques psychologiques que ça crée de « je ne vais pas mettre la tête dans l'eau là où je n'existe pas ». Tu les disais tout à l'heure par rapport à la dimension de la vue, par rapport au terrien. Le terrien a une vue subordonnante par rapport à son déplacement. C'est-à-dire que ce qui constitue éthologiquement l'humain, c'est de regarder là où il fait les choses, c'est de regarder là où il va, à moins d'avoir une pathologie. Vous n'avez jamais vu un humain se déplacer et avoir le corps dans le déplacement qui se déplace et la tête après. C'est la tête qui se déplace et qui regarde là où il va et se déplace ensuite vers la direction du regard. Donc à partir de là, l'enfant qui ne sait pas qu'il existe dans l'eau ne met pas la tête dans l'eau. Donc tout le travail que nous avons fait depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, c'est de permettre à l'enfant immédiatement, d'accord, d'entrer et de sortir de l'eau pour construire une sécurité psychologique et motrice. Vous n'allez pas dans un endroit où vous n'existez pas. D'accord? Demandez à l'enfant de mettre la tête dans l'eau quand il n'est pas prêt ou s'il n'est pas explorateur sur un plan écologique, c'est assez violent. L'apprentissage que nous proposons n'est pas un apprentissage de la natation, c'est l'apprentissage d'une aisance aquatique. Pourquoi j'ai commencé par les caractéristiques de l'enfant? C'est parce que la notion d'aisance aquatique, ce n'est pas l'apprentissage de la natation. Quand vous êtes à l'aise chez vous, est-ce que c'est une compétence? Est-ce que ce sont des capacités que vous mettez en œuvre? Ça veut dire quoi être à l'aise chez vous? Quand est-ce que vous êtes à l'aise? Alors, qu'est-ce que ça signifie, connaître l'environnement? Pardon? Si, il y a des contraintes. C'est la contrainte, d'ailleurs, qui est organisatrice. On pourra parler de ça dans l'aménagement du milieu ou autre. Ça n'est pas une question de médiation. Par exemple, si Alors,
je reprends ce que vous dites, effectivement. Vous dites que vous êtes assis en plein milieu de votre salon, vous pouvez fermer les yeux, vous vous déplacez, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux, etc. Ce que vous dites, c'est lié forcément à la construction de l'espace d'action. D'accord ? Et une construction de l'espace d'action en sécurité. Et ça n'est pas une compétence, ça. C'est un état. Aisance, ça vient du latin médiéval, inayace, qui signifie espace à proximité de quelqu'un. À proximité de soi. Gilles Deleuze parlerait de territoire. D'accord ? Construire un territoire. Construire un territoire, c'est une affaire de posture. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de permettre à l'enfant de construire cette aisance, c'est-à-dire de construire ce nouveau territoire, ce nouvel espace d'action, qui, lui, est véritablement disponible, dans lequel on peut agir commodément, entrer et s'en extraire sans gêne. Raison pour laquelle, quand on demande à des enfants qui ont 3 ans, puisque nous on commence déjà dès les petites sections sur la région Bretagne où on exerce, de descendre dans l'eau et de sortir de l'eau. Pourquoi ? Parce que construire un territoire ou un espace d'action, c'est pouvoir y entrer et en sortir à sa guise en toute sécurité. À partir du moment où cet espace est construit, si j'expérimente de manière motrice mon entrée dans l'eau, ma sortie de l'eau, à tout moment, je construis mon sentiment de sécurité. Parce que la sécurité est un sentiment. D'accord ? L'eau n'est pas hostile en elle-même, hein, les porteurs d'aucune hostilité. C'est notre rapport à l'eau, c'est notre conception et notre héritage culturel à l'eau qui fait qu'on la considère comme hostile, dangereuse ou pas. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup plus souvent sur la posture de l'enseignant que sur la simple posture de l'enfant. On a coutume de dire au sein de l'Institut Icare que pour libérer l'enfant, il faut libérer l'enseignant. Alors quand on dit libérer l'enseignant, c'est pas qu'il est prisonnier, mais c'est que son héritage socio-culturel parfois, et son rapport à l'eau peut aussi, dans la posture, transposer des angoisses, des peurs, qui viendraient à permettre à l'enfant de ne plus agir ou d'être réfractaire. Alors, ce dont on s'est aperçu sur les quelques années d'expérience, on est rendu à plus d'une centaine de sessions d'aisance aquatique, plus de 1600 stagiaires, c'est-à-dire 1600 conseillers pédagogiques, enseignants, maîtres nageurs, éducateurs encadrés, près de maintenant 4500, 5000 enfants encadrés, je parle juste de ces 3 dernières années. À chaque fois que l'on encadre une session d'aisance aquatique, ce qui nous frappe le plus, c'est que ce sont des problèmes d'adultes qui viennent poser problème sur l'enseignement. Ce ne sont jamais les problèmes qui se posent à l'enfant qui viennent en premier lieu. Et donc, ce sont souvent des cultures de l'excuse, plutôt que l'excuse de l'inculture, c'est-à-dire je ne sais pas et je vais chercher. Voilà, ça c'est quelque chose que l'on retrouve très 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 souvent. Et donc, ce que l'on invite bien évidemment à faire, c'est permettre à tout à chacun d'utiliser la connaissance scientifique, d'utiliser la connaissance qu'on a de l'enfant, notamment entre 3 et 5 ans, s'appuyer sur ce réseau de connaissances que sont aussi bien évidemment les enseignants qui travaillent en maternelle, et on utilise d'ailleurs sur marche donc icarienne, on utilise véritablement les postures de manipulation et d'enseignement des professeurs des écoles, bien plus que sur de la modélisation de la technicité de la nage. Alors, je vais venir très rapidement sur la dimension d'entrer dans l'eau. Une fois que ça s'est fait, une fois que l'enfant est en mesure d'entrer et de sortir de l'eau, je rappelle quand même que la dimension de l'aisance aquatique, c'est un enseignement massé et précoce, en grande profondeur, et sans matériel de flottaison. Pourquoi sans matériel de flottaison ? Parce que la notion d'équilibre ne s'acquiert qu'à partir du moment où il n'y a aucun objet qui vient se substituer à une fonction de l'enfant. Tous les psychomotriciens, tous les pédopsychiatres ont bien retiré il y a quelques années ce qu'on appelait les Yupala, ont enlevé, etc. Tout ce qui permettait à une époque de se substituer à une fonction de l'enfant pour que la marche puisse être acquise. On parlait tout à l'heure de la marche. La marche autonome, elle s'acquiert aux alentours de 7 à 8 ans. Savoir avancer, reculer, cloche-pied, pieds joints, reconnaître sa gauche de sa droite, être latéralisé, etc. C'est 7-8 ans. Donc c'est un phénomène, c'est une motricité complexe. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est quand l'enfant va dans l'eau en tant que terrien, qu'il agit
Parce que souvent, on a souvent des tableaux hein, dans les livres de scientifiques, c'est le terrien et le nageur. On a les constituantes, équilibre, respiration, propulsion, etc. Il nous manque une petite transition, c'est le terrien dans l'eau quand même. Hein. C'est-à-dire qu'avant de devenir nageur et après avoir quitté le terrien, il y a quand même l'adaptabilité du terrien dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe à ces moments précis? Si l'enfant de 3 à 5 ans ne met pas la tête dans l'eau parce qu'il ne sait pas que son corps existe, il a besoin donc de reconstituer son schéma corporel dans le milieu aquatique. Et la façon dont il reconstruit son schéma corporel dans le milieu aquatique, seule la proprioception, seule la kinesthésie peut jouer, c'est-à-dire que seul le rapport à toucher le contenant, c'est-à-dire le bord du bassin, toucher les murs, toucher le fond, va lui permettre de prendre conscience que dans un espace fini, son corps existe. Et là, il pourra réunifier l'espace de vision et l'espace d'action. Avec ce que disait tout à l'heure Didier, et à juste titre, souffler est une problématique de nageur, souffler n'est sûrement pas une problématique de l'apprentissage de l'aisance aquatique. Si, à chaque fois que vous voyez un enfant dans l'eau, ou à chaque fois que vous demandez à un enfant de mettre la tête dans l'eau, vous lui demandez de souffler, qu'est-ce que vous créez en métacommunication? C'est que à chaque fois que tu as la tête dans l'eau, tu dois expirer. Donc, ça veut dire que si tu n'expires pas, l'eau va rentrer en toi. Ce qui n'est absolument pas vrai. Pas juste. Donc, il doit expérimenter, lui, tout simplement, le blocage. Quand on dit le blocage, c'est pas l'apnée, hein, c'est cette immersion avec une rétention de la ventilation. Continue à respirer en circuit fermé, hein, mais on arrête la ventilation. Pour certains, c'est d'ailleurs assez angoissant, ça peut être assez traumatique aussi, puisque c'est la première fois depuis leur naissance qu'ils vont arrêter une ventilation de manière tout à fait spontanée, parce que l'environnement l'exige. Donc l'enfant mettra de toute façon la tête dans l'eau dès lors qu'il aura pris conscience que son corps existe. Donc c'est pas quelque chose qui relève d'une inquisition ou d'une imposition. C'est quelque chose dont on sait pertinemment, puisque c'est éthologique, l'humain est constitué de telle sorte qu'il regarde là où il fait les choses. Et donc à partir de ce moment-là, les conduites posturales à tenir, et c'est sur ça que nous travaillons, c'est de permettre à l'enfant de construire une motricité qui va lui permettre par la suite d'immerger sa tête par la conscientisation que son corps existe dans l'eau, après l'avoir touché de différentes manières, différentes façons, sur toutes les surfaces de son corps. D'accord? Donc c'est un petit peu comme ça que nous travaillons, et puis on incite et on invite assez souvent et assez rapidement, en 8 séances, à permettre à un enfant d'atteindre ce qu'on appelle la flottaison. L'objectif étant bien évidemment là, c'est-à-dire de flotter. Puisque les enfants flottent, la réelle problématique qui se pose à nous, et qui est une problématique d'ordre physique, c'est que pour accepter, d'ailleurs je vais vous poser une question, l'équilibre dans l'eau, il est stable ou il est instable? Merci, l'équilibre est stable dans l'eau, d'accord? Vous vous mettez en hypotonie, vous ne bougez plus, vous allez prendre une forme. Quelqu'un va passer à côté de vous, va vous remuer dans tous les sens, il vous lâche. Vous reprenez quelle forme? Si vous êtes en hypotonie, complètement relâché? Exactement la même. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas à confondre à un moment donné une équilibration hypotonique avec une équilibration, tu parlais de statique, avec une dynamique musculaire derrière, une dynamique d'équilibration. Votre corps flotte lorsque vous avez poumon plein et que vous êtes en hypotonie, que vous ne bougez plus. Sauf que cette hypotonie, comme le disait tout à l'heure Didier, crée, par rapport au terrien, prend une forme de déséquilibration de terrien, mais qui est un équilibre statique, dans l'eau. D'accord? Donc les enfants, pourquoi ils se noient à ce moment précis? C'est que par eux, et de manière éthologique, lorsqu'ils se mettent en équilibre, c'est-à-dire que lorsqu'ils ne font plus rien en hypotonie et qu'ils partent vers l'avant, ils pensent qu'ils chutent. Et vous avez à ce moment-là tous les réflexes que l'on retrouve chez le terrien lorsqu'il chute, c'est-à-dire être relevé pour protéger la tête, les mains en avant, le bassin en arrière pour protéger les viscères, et on retrouve tous les réflexes archaïques du terrien qui ne chutent pas, qui balancent les hanches en arrière, qui relèvent la tête, et avoir les voies aériennes le plus près de la surface de l'eau. Alors qu'il suffirait qu'il fasse juste
et il resterait à la surface, et de temps en temps, de manière spontanée, il expire et il inspire. Donc ça, cette construction-là, elle ne peut pas être cognitive. Elle ne peut pas être cognitive parce que l'enfant de 3 à 5 ans n'est pas, dans son stade préopérationnel, capable de faire de la programmation, n'est pas capable, dans sa phase de syncrétisme, de faire de l'abstraction. Il est dans l'indexicalité, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, et il ne fonctionne que par affection, c'est-à-dire de manière très émotionnelle et réactive. Le cortex préfrontal n'étant pas encore à maturation, c'est au niveau de l'amygdale que ça se passe, et donc forcément, tous les réflexes vont être liés à l'émotion, et si l'émotion, voilà, est trop grande, trop angoissante, etc. pour lui, ça n'est plus possible d'agir. C'est pour ça que l'on retrouve souvent des enfants qui se mettent à pleurer parce qu'ils ne veulent pas aller dans l'eau. Alors, je parle pas de je pleure parce que voilà, je fais une petite taquinerie que je n'ai pas envie de faire. Je parle d'un pleur qui manifeste véritablement une peur, d'accord, d'aller dans l'eau. Mais en fait, la peur, c'est quelque chose de très irrationnel. C'est émotionnel et c'est très irrationnel. Et l'objectif pour nous, c'est de ne pas confondre le symptôme, la cause et le besoin. Donc quand un enfant pleure, c'est le symptôme pour nous, c'est sa manifestation. La cause, c'est véritablement la peur. Et la peur, c'est une incertitude posturale. C'est je ne sais pas comment me comporter dans un environnement que je ne connais pas et dont je pense que je vais disparaître. Alors là, vous avez tous les mécanismes. Ça n'est pas que biomécanique, là. Hein. Là, c'est un phénomène là d'ordre affectif et psychologique. La peur me bloque. Vous le voyez hein, dans les vidéos gags partout, hein. Même chez l'adulte, hein, c'est un réflexe archaïque. Hein. Là, c'est complètement éthologique. Quand vous ouvrez une porte et quelqu'un vous fait peur, de manière éthologique, vous avez 70% de la population qui fait quoi? Qui sursaute et fuit. Vous avez 20% qui restent bloqués et qui savent plus quoi faire. Et vous avez le reste qui sont en mode combat. D'accord? Ça, on parlait d'apprentissage. Ça, si effectivement ce n'est pas un construit, vous allez avoir l'enfant qui pleure. Incertitude posturale. La seule façon de lever une incertitude posturale, c'est-à-dire la seule façon de répondre aux symptômes, à la cause et aux besoins surtout, c'est de lui permettre d'agir et de lui montrer qu'il peut rentrer et sortir de l'eau à n'importe quel moment. Et là, on l'accompagne, ce qu'on appelle une guidance kinesthésique. Il ne s'agissait pas, comme moi j'ai vécu dans les années 70, où on vous jette dans l'eau et rejoint le bord si tu peux, et c'est comme ça que tu apprends à nager. Non, c'est là on accompagne l'enfant, et on voit bien les enfants qui ont très peur d'entrer dans l'eau et qui n'arrivent même plus à sortir là où ils ont une motricité tout à fait correcte sur la terre. Le simple fait de sortir de l'eau est déjà problématique parce qu'ils sont plutôt dans une gestion émotionnelle de la situation et pas du tout sur une gestion rationnelle et de motricité. Donc voilà un petit peu comment nous fonctionnons. Nous fonctionnons en permettant à l'enfant, dans le respect de son développement syncrétique et indexical, nous lui permettons d'agir sur ces 8 séances enseignement massé précoce sans utiliser de matériel qui se substitue à une fonction de la recherche de l'équilibration. Parce que, j'allais dire, le jour où l'humain marchera ou apprendra à marcher au milieu d'une piscine où il n'a pas pied, là je dirais je veux bien enseigner la natation là où ou les aquatiques, là où effectivement on a pied dans un petit bassin. Ça n'est pas le cas. Et ça a toujours été d'ailleurs l'évolution, hein, ça a toujours été l'humain qui s'adapte à l'environnement, et en fonction des modifications de l'environnement, l'adaptabilité est humaine. C'est pas l'eau qui va s'adapter à l'humain. Donc pour permettre à l'enfant de comprendre que l'eau l'aide à remonter, l'eau l'aide à flotter, donc ce que ça va construire par la suite, c'est que un enfant qui a conscience que son corps flotte aura, sur un plan biomécanique, des orientations bien plus efficientes en termes d'énergie et bien plus efficientes en termes de mécanique, sur du déplacement, sur de la gestion de l'effort, sur ceci, sur cela, parce que toutes ces orientations ne seront pas faites pour rester à la surface. Les enfants qui sont construits sur ce qu'on appelle les stratégies de surface, et ça n'est pas du tout de jugement,
ils sont construits sur une mécanique, et on le voit et on l'observe dans l'analyse des vidéos, puisqu'on a un laboratoire de recherche au sein de l'Institut ICAR, où on travaille avec l'Université Polytechnique d'Italie sur l'analyse et l'efficience du mouvement. On voit bien que les nageurs construits à la surface commencent souvent à appuyer pour rester à la surface avant d'envoyer l'ensemble de la pale vers l'arrière. Or, on voit bien que si on veut être efficient, il faut la pale vers l'arrière le plus tôt possible. Et ça n'est pas qu'un problème mécanique. Ça peut venir simplement d'un simple problème psychologique, d'une construction qui aurait raté l'apprentissage d'un corps flottant. Donc voilà, je souhaite faire rapide et simple, parce que c'était aussi la commande pour qu'on puisse échanger. Expliciter que la connaissance scientifique dont nous disposons, nous, elle doit nous servir dans ce qu'on appelle des transpositions didactiques, c'est-à-dire organiser la matière pour l'enseigner, afin que nous puissions respecter à la fois les théories de l'apprentissage et notamment le développement de l'enfant et du sujet apprenant, puisque l'aisance aquatique va bien au-delà de la thématique des 3 à 5 ans, mais bien aussi des plus de 65, si je ne m'abuse. Merci de votre attention. Merci Frédéric pour cette présentation du dispositif d'aisance aquatique. Donc maintenant on va lancer le débat. Donc on vous demandera de poser des questions. Et avant de vous permettre de poser des questions, moi j'aurais une question liée au dispositif et qui s'adresse à vous deux. L'aisance aquatique, on parle de 3 paliers. Palier 1, palier 2, palier 3. Est-ce que dans ces paliers, il y a des constructions qui permettront par la suite de renforcer ou d'améliorer le parcours du nageur? Donc là, je ne sais pas qui veut parler, mais je lance un petit peu le débat par rapport à ça. Donc l'idée étant, bien sûr, de pas chercher une opposition dans vos positionnements, mais plutôt de chercher des complémentarités et éventuellement après de donner des exemples de situations. Qui prend la parole? Alors, pour répondre, merci Didier, pour répondre à la question, en tout cas, sachez qu'au sein de l'Institut ICAR, nous, il n'y a rien de dogmatique. Donc, on commence toujours par en l'état actuel des connaissances, ce qui signifie forcément que celle-ci étant évolutive, la technicité évolue, donc la didactique évolue, et on essaye autant que faire se peut que notre pédagogie évolue. Ce que je venais de dire justement, c'est que dans le cadre des 2 premiers paliers de l'aisance aquatique, notamment sur le palier 2, où là on est véritablement non plus sur palier 1, j'entre dans l'eau, je sors seul de l'eau, j'entre dans l'eau, je me déplace avec quelques secondes face immergée, enfin tête immergée. Le deuxième, on est vraiment déjà sur le corps flottant, c'est-à-dire explorer la profondeur, accepter après une chute ou un saut que je puisse ne plus bouger, me laisser l'eau me remonter, accepter le bouchon de surface et rejoindre le bord spontanément. C'est-à-dire vraiment ne pas avoir non plus un apprentissage de la natation avec un geste codifié, mais d'utiliser le spontané, c'est-à-dire l'archaïque de l'être humain, pour pouvoir revenir au bord, en utilisant sa propre motricité. Donc ça, c'est déjà pour nous, par rapport à la dimension du corps flottant, ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où l'enfant accepte et donc que l'eau le fasse remonter, et on a vraiment des témoignages, une multitude de témoignages sur les enfants, dès qu'ils remontent, il fait « mais je ne peux pas couler ». Cette conscientisation, cet émerveillement parfois, cette jubilation, comme diraient certains professeurs des écoles type Odette Bassi ou Christine Passerieux, c'est vraiment une jubilation de ce que je suis capable de réussir, et je m'en rends compte parce que ma motricité m'a permis d'explorer une connaissance de l'environnement, et que de cette connaissance, j'en ai un enseignement, et que de cet enseignement, je construis une nouvelle motricité. Et donc ça pour nous, ça fait partie d'une efficience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant sait qu'il flotte, on le voit sur la petite fille tout à l'heure, contrairement aux autres. Il y en a plein qui sautaient dans l'eau et qui tout de suite font des effets parachutes. Vous avez vu ça, hein? Les effets parachutes, c'est j'ai un réflexe archaïque qui fait que de toute façon, je veux pas descendre. J'accepte pas de descendre parce que je ne sais pas que mon corps flotte. Celui qui sait qu'il flotte, ça, de toute façon, statistiquement, nous, on a toutes les données. L'enfant se laisse descendre, n'a aucun souci à se mettre bien droit, à descendre au fond et à remonter sans rien faire. Or, il se trouve que la profondeur, elle a quand même quelque chose d'intéressant chez le nageur. Il n'y a pas de résistance à avoir à aller vers la profondeur. Surtout que c'est là où l'eau est à peu près plus stable, si je ne m'abuse, mais là je laisserai Didier en discuter, et là où les appuis sont
performant et ne pas souffler en plus à ces moments-là. On l'a vu avec les travaux de certains scientifiques japonais qui montrent bien l'effet du poumon ballast. C'est-à-dire que voilà, au fur et à mesure que je reviens vers la surface, j'ai une accélération parce que je conserve bien évidemment mes poumons pleins. Donc forcément, ça participe bien évidemment à cette construction du nageur qui sera un nageur sans doute plus efficient. Mais plus efficient par rapport à l'individu qu'il est dans son parcours et dans son apprentissage. C'est pas une règle générale, ça s'applique à l'individu en tant que tel. Mais ça ne signifie en rien que un individu qui aura appris à nager à la surface, alors on parlait d'Alain Bernard, mais on est grands amis avec Alain et on discute souvent, il n'a pas été construit sur ce type de modèle et pour autant il est champion olympique. La question qui se pose, c'est s'il avait fait autrement, aurait-il fait mieux ou moins bien? Personne ne peut répondre à ça. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les enfants qui apprennent ainsi, ils ont un nouvel espace disponible. Ce nouvel espace disponible, ils peuvent l'explorer en milieu naturel. Et on s'aperçoit que les constructions de nageurs de surface parfois ont des angoisses quand ils voient plus le fond, ont des angoisses quand ceci. Moi, je travaille beaucoup avec les collègues de la SNSM pour avoir été sauveteur embarqué. C'est assez étonnant. Certains nageurs de haut niveau, angoissés, avec des dimensions de vertige, voilà, parce que la construction d'un corps flottant conscientisé, tu parlais tout à l'heure de maîtriser, oui, ça n'est pas acquis. Alors peut-être juste pour compléter un petit peu la réponse, mais je pense que vous avez tous compris que la réponse est complète, mais je vais juste apporter 2-3 éléments supplémentaires. La première, c'est que quand on aborde la natation, on va dire experte, comment s'est construit un nageur expert? On a tous les cas de figure. Et c'est l'intérêt aussi de ces différents paradoxes. On a un certain nombre de nageurs qui ont été nageurs très tard. On a au contraire des gens qui sont passés par les bébés nageurs, qui sont passés, voilà. Après, la question dans le cadre de la motricité et l'évolution d'une motricité experte nécessite des passages. Et des passages un peu comme les stades de l'intelligence, comme les stades donc cette notion de stade, c'est-à-dire que tant que j'ai pas atteint un palier, ben j'ai des difficultés à me projeter sur le palier supérieur et ainsi de suite. Eh bien, dans la motricité, et particulièrement la motricité aquatique, nécessite de passer par un certain nombre de stades ou de passages. Ces stades, quelque part, quand on regarde aussi la notion tout simplement de reproductibilité. Cette notion est extrêmement importante dès qu'on aborde la problématique de l'apprentissage. C'est-à-dire que est-ce qu'on est dans une éducation ou est-ce qu'on est dans un apprentissage? Les deux concepts ne sont pas équivalents. Et faire un citoyen nageur ou un nageur, ça n'est pas la même chose. Et donc la problématique tout simplement d'éduquer par l'activité ou par l'eau, et donc la natation, c'est un cadre, c'est défini d'une certaine manière. La relation avec le milieu aquatique, c'est autre chose. L'éducation, c'est encore autre chose, et ainsi de suite. Donc, quel est votre objectif fondamental? Si votre objectif fondamental, c'est faire du champion, alors reprenez toutes les théories des pays de l'Est à un moment donné où eh bien, les enfants étaient testés dès l'école primaire ou même maternelle, et lui il a des qualités pour faire de la gym, allez on t'envoie dans un centre de préparation de gym, lui il a des qualités parce que etc, et en fonction voilà, et après les aspects familiaux, tout ça, tout le monde s'en fiche parce que l'objectif était de faire de la médaille ou de faire des champions. C'est pas du tout la réflexion qu'on essaye d'aborder avec vous. Pour autant, je peux pas être à côté d'anciens champions ou et moi-même d'avoir passé ma vie à essayer justement d'en produire ou de les aider à le devenir, et je vais pas critiquer, mais pour autant
tout dépend de quelle est la problématique de l'objectif. Je voudrais juste faire un dernier petit point par rapport à cette problématique-là, c'est la notion d'automatisme, qui me semble absolument fondamentale. Lorsque je fais quelque chose pour la première fois, est-ce que je suis capable de le reproduire? La réponse est non. Et pour le reproduire, il faut que je sois plusieurs fois placé dans une situation comparable et que progressivement, je vais stabiliser mes comportements parce que plusieurs fois mis dans la même situation, je vais avoir progressivement le même type de comportement. Mais ce type de comportement n'est pas stable. Et donc, pour le stabiliser, il faut passer par l'automatisme. Et je voudrais utiliser à côté de ce concept d'automatisme le concept de stéréotype. Celui qui va construire par conditionnement va stéréotyper. Qu'est-ce que c'est un stéréotype? Eh bien, ça veut dire que la réponse est bonne dans une condition donnée, mais dès que je change le cadre de référence, eh bien, la réponse n'est plus adaptée. Et donc, adaptation nécessite automatisme et non pas conditionnement. Et donc, ça veut dire que conditionnement aboutit à stéréotype, bloqué, et automatisme est lié à donc motricité, donc riche, etc. Donc voilà quelques petites réflexions qui sont évidemment dans la droite ligne de ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure. Bien, ben maintenant nos deux intervenants ont beaucoup parlé, donc nous allons vous donner la parole. Alors je rappelle, vous avez un petit bouton rouge et posez votre question. On vous écoute. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une classe de moyenne et grande section 4-5 ans, c'est ça? C'est quoi l'âge idéal pour commencer à faire apprendre à nager des enfants? Pour, comment dire? Ce qui est le plus idéal pour l'apprentissage. Alors, pour répondre à votre question, déjà, je pourrais pas y répondre. Je peux essayer d'approcher avec le côté institutionnel. Alors, l'institution, c'est plutôt de dire que voilà, il y a un programme qui a été fixé par la DGESCO, donc la Direction Générale des Programmes Scolaires, au niveau de l'Éducation nationale, et qui met l'accent sur les 4 à 6 ans. Donc là, on est vraiment sur les 4-6 ans, sur l'aisance aquatique, avec un parcours derrière qui va vers le savoir nager, etc. C'est un parcours qui est construit de telle sorte que c'est pas un apprentissage de la natation, c'est la construction d'un état. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas une compétence, être à l'aise, c'est un état. Donc c'est un état à atteindre. Pour atteindre cet état, derrière, il y a tout un petit parcours qui a été construit. Derrière, vous pouvez aussi avoir, là, plein de choses me viennent à l'esprit. Il y a des pratiques qu'on appelle les pratiques spontanées. Vous avez des peuplades à travers le monde qui, pour des raisons alimentaires, pour des raisons géographiques, pour des raisons culturelles, sont déjà très tôt dans l'eau. Et c'est quelque part, il n'y a pas d'âge en fait. C'est toujours un construit social. Majoritairement, c'est un construit social et culturel. Donc, il n'y a pas vis-à-vis d'une sorte d'éducation éthique ou autre d'âge optimal où scientifiquement on aurait prouvé que ce serait optimal d'apprendre de tel âge à tel âge. À n'importe quel âge, vous pouvez être dans le milieu aquatique et avoir une construction d'un état, c'est-à-dire une construction d'une aisance qui se fasse par un accompagnement empathique. Je n'utilise pas le mot bienveillant parce que j'aime pas ça, mais voilà, plutôt sur ce domaine-là. En fait, je vous pose cette question parce que moi, avant de rentrer dans l'armée, j'avais déjà travaillé en piscine et j'avais observé que des enfants de 15 ans avançaient 4 fois moins vite que des enfants de 5 ans sur l'apprentissage dès le début dans le milieu aquatique. Donc, est-ce que c'est lié à forcément plus on commence tard, plus on a de blocage psychologique? Est-ce que c'est forcément lié à ça ou
Pas forcément psychologique, mais je laisserai répondre sur la dimension aussi anatomique et la densité du terrien. Bien sûr. Alors, psychologiquement, plus vous avez accumulé des expériences malheureuses, j'utilise mes mots, hein, et plus, quelque part, vous êtes en difficulté. Donc, à 15 ans, quelqu'un qui ne sait pas nager, on peut considérer dans notre organisation française, hein, je ne n'élargis pas ça au niveau international, mais dans notre configuration française, vous dites j'ai 15 ans et je ne sais pas lire, j'ai 15 ans, je ne sais pas, je sais pas quoi, je sais pas jouer au foot, ou j'ai 15 ans et je sais pas nager, vous êtes déjà considéré comme un zombie dans ce cadre-là. Donc, il y a une dimension sociale. Il y a une dimension psychologique, puisque moi-même, j'ai besoin d'avoir une image de moi qui soit positive. Et donc, plus je suis en situation d'échec, et plus j'ai tendance à me considérer, moi, comme étant en difficulté. Donc, avant même d'aborder la problématique mécanique, qui évidemment est évidente, on a déjà un aspect social qui pose problème et un aspect psychologique qui pose problème. Après, avant même la notion mécanique, on a aussi une logique, je dirais, de comportementale par rapport à des points de repère. Je n'ai pas de repère, je suis en difficulté, et donc il faut déconstruire pour reconstruire. Alors maintenant, je reviens à mon exposé de tout à l'heure. Plus je suis dans l'eau, dans un comportement qui est proche de mon comportement habituel, plus c'est facile. Donc, le gamin de 4 ans, ça fait pas très longtemps qu'il est vertical. Il a marché à 4 pattes, il a exploré un certain nombre de motricités avant d'atteindre cette motricité verticale, motricité sociale même, etc. Donc, plus il est proche de son comportement naturel, et plus c'est facile. Et après, eh bien, quand un gamin de l'école maternelle se retrouve avec ses petits copains et qui regarde et puis qui voit, et tout ce qui est d'apprentissage par imitation, apprentissage par etc., c'est facile. Celui de 15 ans, il a qui comme modèle? Ben, il a tous ses copains qui, eux, savent nager, donc il peut même pas s'identifier, se remettre dans cette situation-là. Donc on a un nombre de facteurs extraordinairement importants qui va pénaliser cet adolescent, en plus avec la crise de l'adolescence, etc. Vous m'auriez dit 8 ans, 9 ans, 10 ans, pourquoi pas. Alors, après, il y a un problème, je dirais, d'optimisation. L'optimisation, c'est la relation entre les contraintes, en gros, le coût et le bénéfice, hein, pour le dire d'une manière simple. Quand j'ai payé mes études en étant maître nageur et que j'apprenais à nager aux gamins, bah, je préférais les 6 ans, 7 ans parce qu'ils étaient beaucoup plus sensibles à ce que je leur racontais pour pouvoir tout simplement mettre en place des exercices, je préfère utiliser le concept d'exercice à ce moment-là, qui les mettaient dans une progression en 10 séances à la fin, je suis autonome et je sais nager et puis après, je m'exerce tout seul. Eh bien, 6-7 ans, c'était voilà. Moi, là où j'étais critique dans un premier temps sur la problématique de l'aisance aquatique institutionnelle, c'était tout simplement de dire, en France, on a des noyades, et en France, on a des textes officiels. Et les textes officiels disent que toutes les écoles primaires doivent aller dans une piscine recevoir un apprentissage de la natation. Or, prenez Marseille, combien il y a de piscines, combien il y a de classes qui vont à la piscine, c'est catastrophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État lui-même n'est même pas capable d'appliquer les textes qu'il a pondus lui-même. Donc, ma question était, l'aisance aquatique, vous êtes en train de nous prendre les piscines pour des gamins de 4 ans, alors que vous n'êtes même pas capable de mettre les classes primaires à la piscine. Donc, pour moi, c'était pas une bonne idée. Sauf que,
quand je suis allé voir de près ce qu'étaient capables de faire ces gamins, eh ben, une fois qu'ils ont acquis ces compétences-là, beaucoup plus facilitées dans le programme aisance aquatique en maternelle, par exemple, eh bien, on n'a pas besoin de les remettre dans une problématique d'organisation scolaire, identifiée, etc., parce que ça y est, ils savent déjà nager. Donc, il faudrait plutôt, à un moment donné, dire quels sont ceux de la classe qui savent pas nager et mettre en place des batteries, des organisations, donc pour pouvoir compenser les limites du système. Alors évidemment, c'est très complémentaire avec ce que disait Frédéric. Messieurs, ne le prenez pas mal, mais on a des impératifs horaires liés à notre condition de militaire. Je pense que l'échange pourra se poursuivre demain matin au bord de la piscine, même avec un peu plus d'interaction pour les concernés. Mais là, on va devoir y aller. Donc, merci beaucoup pour l'intervention. On se plie à la rigueur militaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui restent ou est-ce qu'on arrête la séance? Une question. Moi, j'avais une question. Oui, donc ceux qui sont tenus par un horaire, allez-y, on va peut-être continuer un petit peu entre nous, notamment parce que nous avons des questions Internet et puis des questions intéressantes. Donc je pense que comme on enregistre, on va et à demain pour les autres. Ouais, c'est bon. Au-delà du fait qu'on a cette problématique matérielle en termes de disponibilité de bassins, comme vous l'avez évoqué, clairement c'est catastrophique. Mais vous évoquiez Marseille, mais ici au niveau local aussi c'est très compliqué. Moi je voulais simplement revenir sur une chose que vous avez dit sur l'apprentissage massé, sur la pratique massée. En fait, pourquoi ce choix de la pratique massée en primaire, alors qu'on sait que les théories d'apprentissage s'accordent pour dire que sur les pratiques à plus long terme, ça s'inscrivait plus à plus long terme en fait quand on apprenait sur une pratique régulière tout au long d'une année. Voilà, c'était ma question principale. Apprentissage massé. Pourquoi massé? Alors, juste déjà par rapport aux statistiques, moi je voudrais véritablement avoir les éléments scientifiques qui démontrent que... parce que moi j'ai les statistiques inverses. C'est-à-dire que ça fait depuis 20 ans que nous expérimentons l'enseignement massé et précoce sur 15 jours pour l'acquisition, je parle bien de l'équilibre, c'est-à-dire du corps flottant et de l'équilibration. À partir du moment où l'équilibration et le corps flottant sont absolument acquis, et on parlait d'acquisition là tout de suite avec Didier, c'est-à-dire que c'est reproductible à l'infini et en plusieurs endroits, en plusieurs environnements, etc. Et que cela, ça fonctionne à 98%. Pour les enfants qu'on a entre les mains, c'est 98,5% de taux de réussite à l'attestation du savoir nager en CP. Après avoir suivi 3 cycles massés, précoce, moyenne section, grande section, CP. Donc, je suis tout à fait prêt à tenir ces statistiques à disposition sur des enseignements qui sont à plus de 600 enfants tous les ans depuis près de 30 ans, sur les 15 jours que nous menons vraiment, en plus, avec nos propres stagiaires de la formation professionnelle. Le souci, il est là, c'est ces 3 cycles, en fait. Ces 3 cycles que vous évoquiez, clairement, c'est dans combien de pourcentage d'établissements en France? 3 cycles, ça n'existe pas. Alors, c'est pour peut-être ça dans que 10% des cas. C'est pour ça que j'entends répondre à votre question par rapport, puisque vous évoquez pas les freins, vous évoquez les théories de l'apprentissage. En théorie de l'apprentissage, avoir 3 cycles qui fait de 8 séances déjà, hein, pour nous, c'est 24 séances sur 3 années, sont largement suffisantes pour acquérir l'aisance aquatique, c'est-à-dire ceux qui répondent au palier 1, 2 et 3. Et si même vous êtes permis de n'avoir que 2 paliers, c'est-à-dire au moins le palier qui atteint le corps flottant, cette équilibration est acquise à vie. C'est comme l'équilibre au vélo, vous pouvez ne pas faire de vélo pendant 30 ans, vous remontez sur un vélo, vous savez le faire. C'est parce que c'est une construction de l'équilibre. C'est pas une construction d'un corps projectile qui nage, etc. C'est la compréhension que le corps flotte.
par l'expérience. Hein. Je dis pas, c'est pas la conscientisation, la verbalisation, etc. On parle véritablement bien à ce moment-là d'un corps flottant que l'enfant a expérimenté, acquis parce que reproductible en différents endroits, etc. Et ça, de manière spontanée, il peut rejoindre le bord, s'extraire commodément du milieu. Ça, c'est pas un problème. Ce qui pose problème, effectivement, là, c'est ce dont on est en train de discuter sur l'ensemble des questions qui sont posées aussi dans les chats, c'est que, bien évidemment, il y a la contrainte institutionnelle et la contrainte de la disponibilité. Sauf que c'est pareil, nous sommes intervenus dans énormément de piscines en France, en métropole et en Outre-mer. Ça nécessite une interrogation simple de la réorganisation de l'exploitation des établissements de baignade. Mais ce n'est pas quelque chose d'irréalisable. On a travaillé cela avec la ville d'Annecy, on a travaillé cela avec énormément de villes sur le territoire national, ça se fait. Mais ça signifie, d'autant plus que c'est... Alors quand on regarde ça, il faut regarder ce qu'on fait en termes de démarche. C'est-à-dire que là, c'est vraiment statistiquement vrai. Quand vous regardez, le temps effectif des enfants dans l'eau, c'est une catastrophe. Hein. Ça fait 30 ans qu'on les mesure, hein, donc on a toutes les stats. C'est une catastrophe. Cela va entre 7 et 16 minutes de pratique. Quand on est sur du 1 par 1, du 2 par 2, du 1 avec des objets de substitution à la fonction de l'enfant, etc., vous mettez 40 minutes à venir avec le temps de change, vous mettez 40 minutes à repartir, vous avez 40 minutes de séance sur lesquelles vous faites 16 minutes. Bon voilà, il y a un moment donné, il y a aussi des questions à se poser sur les formes, sur le respect du cadre, parce que nous on y tient beaucoup, hein, quand il s'agit de classe bleue, on est bien à l'école à la piscine, et auquel cas les collègues maîtres nageurs sont à la disposition et sont des intervenants agréés de l'État. Hein, on est bien d'accord là-dessus, c'est l'école à la piscine, c'est pas le maître nageur qui fait sa pédagogie, l'enseignante a le droit, dans sa note de février, là, hein, il a tout à fait le droit de venir avec une séance et de demander aux collègues spécialisés de la didactique de faire la chose. Heureusement que nous, on encourage à faire un peu autrement et un peu plus intelligemment, qui est vraiment de travailler sur le discours. C'est pour ça que les formations, entre guillemets, subventionnées par l'Agence nationale du sport, sous l'égide du ministère des Sports, c'est de faire des formations pluricatégorielles. C'est d'y mettre à la fois des enseignants, des conseillers pédagogiques, voilà. Nous, ça fait depuis 15-20 ans qu'on travaille avec nos CPC, nos CPD, de la circonscription finistérienne, de l'Ille-et-Vilaine. Voilà, on a vraiment un travail commun, on construit pédagogiquement et collectivement le projet départemental, mais c'est une démarche. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas une méthode du tout. C'est une démarche. Permettre à chacun d'atteindre son plus haut niveau de fonctionnement, c'est une démarche. Mais dans laquelle les collègues aussi, maîtres nageurs sauveteurs, sur les bords de bassin, les exploitants doivent se mettre autour de la table pour pouvoir évidemment répondre à cet enjeu de santé publique, cet enjeu d'intérêt général. Quand on dit que c'est la première cause de mortalité, voilà, on va pas enseigner à 7-8 ans la natation à des enfants alors qu'on sait que c'est entre 4 et 6 que majoritairement ils se noient. Ou alors il y a un non-sens intellectuel et culturel qui m'échappe. Je voudrais juste revenir sur quelques bases de la problématique que vous avez évoquée, c'est-à-dire les modalités d'évaluation de l'apprentissage. Effectivement, apprentissage massé, apprentissage distribué, modalité, etc. Comment on évalue? Parce que si vous faites apprentissage de l'anglais pendant 10 séances et que vous évaluez à la dernière séance avec un taux de restitution extrêmement intéressant et que vous comparez avec une séance par semaine et que vous évaluez, etc. Donc le problème, c'est aussi ce qu'on appelle le post-test retardé. C'est-à-dire que j'apprends pendant un certain laps de temps, qu'est-ce qu'il en reste quand je le mesure, et si je veux comparer deux populations comparables, eh bien une en massé, l'autre en distribué, il faut que j'ai un test identique pour mesurer les effets de l'un et de l'autre. Mais là, de quoi on parle? On parle de modalité d'évaluation d'une forme d'apprentissage. Là, on ne parle pas de la même chose, on parle d'une adaptation. Et apprendre l'anglais, apprendre la musique, le solfège, je sais pas moi, ça n'est pas, ou apprendre la natation, ou la brasse, pour le dire encore d'une manière plus précise, apprendre la brasse
avec une modalité d'apprentissage, je pourrais éventuellement pas mal discuter sur pourquoi pas effectivement un apprentissage distribué dans le temps, une séance par semaine, etc., etc. Mais là, on ne parle pas de la même chose, on parle d'une modalité d'adaptation. Et pour revenir à quelques éléments d'organisation chez les tout jeunes, quelques points de repère, c'est-à-dire que je viens le lundi matin à la piscine avec ma classe, puis je reviens le mardi matin. Eh bien, ce que j'ai mis en place, la connaissance des vestiaires, l'organisation générale, etc., etc., ce que je vais apprendre, j'ai plus besoin de le réapprendre. Donc, il y a toute une modalité, tout simplement, qui va se structurer. Alors, je suis pas en train de dire il faut absolument masser. Moi, j'ai pas de religion là-dessus, et puis je connais peu la problématique de l'aisance aquatique. N'empêche que il y a un certain nombre d'arguments que je pourrais éventuellement scientifiser sur tout simplement la problématique qu'on est là dans une adaptation à un milieu plus que dans une modalité d'apprentissage. C'est intéressant justement d'avoir les deux approches, cette approche scientifique, parce qu'effectivement, j'avais pas cette notion en tête d'adaptation, de modalité d'adaptation justement à l'apprentissage. C'est intéressant, ouais. Mais reste toujours cette problématique de disponibilité du matériel, hein, disponibilité des bassins, et qui clairement nous pose souci, sans parler des... alors nous, on enseigne dans le secondaire, et sans parler de la problématique de toutes les dispenses aussi qui arrivent, qui nous causent énormément de soucis, parce qu'on s'aperçoit que la plupart des non-nageurs à la fin de notre cycle de natation sont essentiellement justement des gamins qui n'ont pas suivi l'intégralité du cycle. Donc ouais. Là encore, on est sur une autre problématique, mais... Je vais utiliser une anecdote dans... ma vie du siècle dernier, j'ai enseigné l'éducation physique à un moment donné de ma vie, et il se trouve que j'ai eu une expérience extrêmement riche de l'enseignement d'éducation physique dans une école d'handicapés à l'ENP de Berck. Et quand je suis arrivé dans un établissement scolaire normal et que j'avais des élèves dispensés, j'écrivais sur le cahier de notes à destination des parents handicapés. Je faisais exprès. J'avais une expérience qui me permettait de ça. Et mon chef d'établissement avait accepté cette problématique-là, et les parents venaient me voir en disant vous avez mis sur le livret scolaire handicapé. J'ai dit ben oui, il était absent aux séances parce qu'il était dispensé, mais dispensé. Pourquoi ? Parce qu'il était handicapé, mais en handicap, je ne suis pas en train de préjuger ou de critiquer, mais à un moment donné, accepter de la part de l'enseignant qu'il soit considéré comme un handicapé. Et je peux vous dire que le nombre de dispensés a été extrêmement réduit. Je vais me permettre de répondre aussi à une question qui a été posée sur le chat concernant notamment la construction de l'insécurité innée ou acquise chez les enfants, ou qui pourrait être un construit social transmis par l'enseignant ou éventuellement les parents. Donc, alors très rapidement, et puis c'est pas l'objectif d'aller plonger dans les grandes théories des neurosciences, mais quand on lit un peu Mélanie Klein, ou qu'on reprend un peu les travaux de Florence Guignard sur la psychanalyse et la psychiatrie et l'épigénétique surtout, on s'est rendu compte récemment, quand même assez récemment, que des traumatismes pouvaient survenir avec 3 générations antécédentes qui auraient vécu bien évidemment quelque chose qui relèverait d'une très très haute douleur ou d'un très très haut trauma. Donc ça signifie que vous pouvez être très bien porteur dans votre jeune âge. Nous, on le ressent un petit peu, enfin en tout cas on le vit un petit peu sur la région en Bretagne. Je pense que vous êtes aussi une région un peu maritime. Donc chez nous, on a un peu plus de 2400 km de côte, et chez nous, il n'y a pas si longtemps que ça, le terrain aquatique, en tout cas du milieu naturel, c'est pas quelque chose avec lequel on joue, quoi. C'est là où un de nos proches est forcément décédé en tant que marin-pêcheur. La mer s'est
un lieu de travail, c'est pas un lieu de loisir, etc. Donc, avec l'essor des activités de loisirs, bien sûr, ça a bougé, mais c'est pas parce que ça a bougé que 3 générations avant, ça n'a pas créé des traumatismes dans les familles ou chez les gens. Et on a des fois des mécanismes qui sont maintenant des mécanismes traumatiques psychologiques de gens qui ne veulent pas aller dans l'eau, et pour autant, il faut remonter un petit peu pour en connaître les raisons. Donc ça, c'était pour revenir sur la dimension de l'inné. Oui, il y a une part de l'inné qui revient bien évidemment à l'épigénétique. En revanche, ce dont on s'est aperçu, et là de manière à la fois très empirique et aussi statistique au sein de l'Institut depuis quelques années qu'on mène l'encadrement des séances et des sessions de formation d'aisance aquatique, c'est que l'attitude posturale, elle libère, mais elle enferme aussi. Donc, vous avez des collègues enseignants, c'est la raison pour laquelle on commence toujours, quel est votre rapport à l'eau? Nommez 3 mots qui définissent votre rapport à l'eau. Alors, c'est très intéressant, hein. Vous allez de performance, jouissance, sensorialité, glisse, fluidité. Et souvent, quand on arrive chez les collègues, ça c'est chez les collègues maîtres nageurs, entraîneurs, et quand on arrive chez les collègues professeurs des écoles, qui n'est pas du tout un jugement, hein, mais là, massivement, on a des rapports à la notion d'effort, de difficulté, d'hostilité, de dialectique entre, ah oui, hein, l'eau c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre, se ressourcer, d'ailleurs, hein, tous les verbes qui sont utilisés font toujours rappel à l'eau pour le bien-être, etc. Mais dans un même temps, c'est aussi porteur de mort, porteur de noyade, porteur de quelque chose de fort. Donc, et ça, à travers la dimension posturale, on libère l'action quand soi-même on n'est pas du tout angoissé. On libère ce qu'on appelle une sécurité objective. Là, la sécurité subjective, quand on commence à donner de manière posturale des informations laissant à penser que le milieu est hostile, c'est comme un parent qui se promène avec un enfant, hein, avec ses enfants. Hein, les enfants se retournent de temps en temps pour voir l'attitude des parents, et c'est l'attitude des parents qui libère ou qui ramène. Hein. C'est très éthologique. Donc, et ça dépend aussi du caractéristique de l'enfant, mais majoritairement c'est très éthologique. C'est un comportement qui se lie au-delà du propos, ça se lie au niveau postural. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler vraiment sur la posture, et donc, j'en reviendrai sur la formation des collègues, et de l'ensemble des collègues, parce qu'on connaît très bien évidemment vos contextes et le contexte des formations des professeurs des écoles, à qui la responsabilité d'une sécurité dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, et qui parfois même ne maîtrisent pas, et qui parfois même est un environnement qui peut leur être vécu comme étant là très hostile, il est évident que c'est très difficile d'organiser l'aisance aquatique pour des enfants qui, eux, vont mettre pour la première fois les pieds dans l'eau, quoi. Bien. Eh bien, merci. Nous allons conclure. Nous avons largement dépassé. Et c'est un peu fort logique parce que le sujet, il est vaste. Moi, j'avais encore aussi beaucoup de questions, mais j'espère que ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, Didier, Frédéric, merci. Et puis, nous allons conclure. Alors, je laisserai la parole à Cœur de Sport pour conclure un petit peu cette soirée. Ça fonctionne. D'abord, je voulais remercier Hervé, Didier, Frédéric, bien sûr, hein, parce que nous, dans notre volonté de projet, c'est vraiment dans la dynamique olympique de pouvoir irradier de la connaissance au plus près des territoires, et puis que ça puisse permettre aux enfants, de construire des parcours, soit de loisirs, soit d'expertise. Et on était au cœur du sujet, ce soir. On les remercie, ils viennent de très loin. Ils ont contribué à valoriser les sciences, valoriser l'expertise au niveau des pratiques physiques. Voilà, donc on est très très heureux de les accueillir, et puis on espère que ça permettra à d'autres régions de profiter, d'autres territoires de promouvoir les mêmes initiatives pour qu'un maximum d'enfants puissent partager les plaisirs des pratiques aquatiques et puis des pratiques motrices en général. Ce soir, c'était l'aquatique qui nous concernait. Donc voilà, un grand merci, franchement un grand merci. Et merci aussi à vous. Merci beaucoup.